Bonjour et bienvenue à ce second module de notre série de vidéos sur la documentation de processus. Dans le précédent module, nous avons défini ce que c'est que la documentation de processus et en quoi cela est utile, et nous avons également parlé du cadre conceptuel qui sous-tend le développement de cette approche, et nous avions aussi parlé des différentes étapes que comporte la documentation de processus. Et justement, dans la présentation de ces étapes, nous avions dit que la première phase était la phase préparatoire, et ce second module est effectivement consacré à la présentation de cette phase préparatoire. À la fin de ce module, nous estimons que vous serez à même d'identifier correctement le ou les processus et les événements, les parties prenantes que vous allez documenter. Vous serez également capable de déterminer les ressources qui vous sont nécessaires à la mise en œuvre de la documentation de processus dans votre propre contexte. Et aussi, vous pourriez identifier les personnes à impliquer dans la documentation de processus dans votre propre contexte et leur assigner les responsabilités. Vous pourriez également acquérir les notions de base pour la mise en œuvre de la documentation de processus et pour également faciliter l'apprentissage dans votre propre système, bien que nous n'estimons pas que cette seule présentation fera de vous des experts afin de pouvoir mettre en œuvre de façon adéquate la documentation de processus. Alors, quels sont les concepts clés que nous devons connaître avant de pouvoir développer la documentation de processus? Le premier concept dont nous parlons est celui du processus. Alors, qu'est-ce qu'un processus? Dans notre approche de documentation de processus, un processus est défini comme une succession d'événements dans le cours de l'atteinte d'un objectif précis. Et cet objectif est un objectif de santé publique, et dans notre cadre, il s'agit d'un objectif de la couverture sanitaire universelle. Et ce processus implique des événements qui sont à effet cumulatif ou non. Ces événements peuvent être explicites ou implicites. Il peut s'agir d'événements formels, mais également d'événements informels. Et il est également important de noter que ces événements impliquent toujours le facteur humain, parce qu'il y a toujours des acteurs qui sont derrière le développement d'un événement. Il est important, avant de pouvoir démarrer la documentation de processus, de bien circonscrire le processus que vous voudrez documenter. Alors, il s'agira de préciser effectivement quel processus vous voulez documenter et qu'est-ce que vous pouvez considérer comme faisant partie du processus ou ne faisant pas partie du processus que vous voudriez étudier. Et cette définition claire permet d'augmenter la faisabilité de la documentation de processus. Car vous convenez avec moi que si vous ne connaissez pas clairement ce que vous voudriez documenter, ce que vous voulez chercher, vous allez peut-être prendre ou bien documenter toute forme d'événement ou bien toute forme d'acteurs qui ne font pas nécessairement, qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre de ce que vous avez comme objectif. Le deuxième concept que je présente est celui d'événement. Un événement est une unité élémentaire d'un processus étudié sur lequel un ensemble structuré d'informations est collecté pour comprendre la dynamique ou le développement de ce processus. Et il s'agit en fait de tout ce qui se passe dans le cadre en fait de ce processus, ou bien de tout événement, bien de tout ce qui se passe et qui peut permettre de mieux comprendre en fait ce processus que nous proposons d'étudier. Nous avons 4 grandes catégories d'événements. La première catégorie est celle des événements liés au contexte
test. Il peut s'agir d'événements politiques, par exemple l'élection du président de la République. Et vous êtes d'accord avec moi, par exemple, que lorsqu'un président de la République change, cela pourrait avoir, par exemple, d'impact en fait sur le cours d'une politique pour la couverture sanitaire universelle dans un pays donné. Alors, il peut s'agir également d'événements économiques, par exemple, la réduction du budget du fait de certaines contraintes économiques du pays. Il peut s'agir également, pourquoi pas, d'autres événements comme des événements sanitaires, comme la pandémie de la COVID-19, par exemple. Nous avons aussi, comme deuxième catégorie d'événements, des événements qui sont liés au contenu même de la politique. Alors, il peut s'agir de nouvelles recommandations qui ont été issues par l'Organisation mondiale de la santé ayant rapport avec une politique que nous sommes en train de mener, par exemple, dans notre pays. Ou il peut s'agir par exemple dans un pays de l'adoption d'une loi sur la couverture sanitaire universelle. Des événements également peuvent être liés au processus. Alors, ces événements liés au processus peuvent être planifiés. Il peut s'agir par exemple des réunions ou bien des activités rentrant dans le cadre d'un projet ou bien du développement en fait de la politique. Il peut s'agir également des événements non planifiés qui sont constitués par exemple des discussions informelles entre des acteurs à des circonstances autres que celles entrant normalement dans le cadre du processus étudié. Enfin, les événements peuvent être liés aux acteurs. Lorsqu'un acteur, par exemple, est changé, un acteur clé d'un processus est, par exemple, changé ou affecté à un autre poste de responsabilité, cela pourrait avoir d'influence, en fait, sur la politique ou bien le processus que nous sommes en train d'étudier. Nous avons quatre catégories d'événements, mais nous avons aussi 3 niveaux d'événements dans la méthodologie de documentation de processus. Alors, le premier niveau d'événements est ce que nous appelons les événements de premier niveau, bien sûr, et ce sont des événements qui sont directement liés au processus étudié, en ce sens qu'ils font partie du cours normal de ce processus ou peuvent avoir un impact direct en fait sur ce processus. Et lorsque nous prenons l'exemple d'un processus comme la mise en œuvre de la phase pilote de l'assurance maladie ARCH au Bénin, un exemple d'événement de premier niveau peut être le lancement de la phase pilote de l'assurance maladie. Un événement de second niveau est un événement qui ne fait pas partie directement du processus étudié, mais qui peut quand même avoir un impact direct ou indirect en fait sur le cours, le déroulement de ce processus que nous étudions. Prenant toujours l'exemple du processus que nous avons choisi, à savoir la phase pilote de ARCH au Bénin. Le déclenchement de la pandémie de la COVID-19 est un exemple d'événement de second niveau. Alors, cet événement n'a aucun lien direct avec l'assurance maladie, par exemple, mais cela peut entraîner en fait des implications qui peuvent amener à modifier en fait le cours de la mise en œuvre de cette politique en la retardant par exemple ou bien en déviant par exemple les ressources ou bien la priorité en fait de l'État ou bien des décideurs en fait de la politique de l'assurance vers en fait cette pandémie qui est effectivement une urgence.
Un événement de troisième niveau est quant à lui un événement qui est plutôt lié au contexte et qui permet aussi de pouvoir mieux comprendre les déterminants qui sont à la base de certaines décisions qui sont prises dans le cadre du processus ou bien des résultats de ce processus. Comme exemple d'événement de troisième niveau, ayant trait au processus que nous avons choisi comme exemple, nous pouvons citer l'attaque terroriste qui a eu lieu au nord Bénin, pratiquement en fait dans la même période où l'assurance, la phase pilote de l'assurance maladie devait être lancée. Vous convenez avec moi que une attaque terroriste n'a rien à voir directement avec l'assurance maladie et à première vue n'a pas un impact direct sur l'assurance, mais vous convenez avec moi que cette attaque terroriste peut amener peut-être à changer par exemple la mise en œuvre de cette phase pilote dans une région donnée. Si par exemple une zone sanitaire qui est prévue pour faire partie de la phase pilote est en fait dans la région où l'attaque a eu lieu, vous convenez avec moi que cela pourrait amener à une décision de changer, de remplacer cette zone sanitaire ou même si on veut rester dans cette zone sanitaire, vous convenez avec moi que le déroulement en fait de cette phase pilote dans cette zone ne pourra pas nécessairement se faire de la même façon que dans d'autres zones où il n'y avait pas eu cette attaque terroriste. Voilà pourquoi il est vraiment important aussi de documenter les événements de troisième niveau afin de pouvoir parfois mieux comprendre les dessous de certaines décisions qui sont prises. Alors, un autre concept que nous présentons est celui de partie prenante. Et une partie prenante dans le cadre de la documentation de processus est un acteur ou un groupe d'acteurs qui a un intérêt dans la politique, dans le processus que nous étudions, et qui est concerné par cette politique et qui a ou bien pourrait avoir une influence active ou passive sur le processus que nous proposons d'étudier. Nous distinguons plusieurs catégories d'acteurs, qu'il s'agit d'acteurs en termes d'individus ou acteurs en termes d'organisation. Par exemple, lorsque nous prenons la catégorie des politiciens, le ministre de la Santé pris isolément est un individu qui est un acteur qui peut influencer, par exemple, une politique de santé, alors que les partis politiques sont, par exemple, des acteurs, des parties prenantes aussi, mais en termes d'organisation. Prenant les prestataires, par exemple, nous pouvons avoir des prestataires du public ou des prestataires du privé. Alors, lorsque nous prenons un agent de santé ou un infirmier ou un médecin d'un centre de santé public, celui-là, pris isolément, est un individu qui est une partie prenante de la politique, précisément d'une politique de couverture sanitaire universelle. Alors que aussi un district sanitaire ou bien une zone sanitaire peut être considéré comme une partie prenante à titre d'organisation. Alors, lorsque nous prenons au niveau de la société civile aussi, par exemple, un chef traditionnel ou un chef religieux dans une certaine communauté est un acteur qui peut avoir d'influence sur la mise en œuvre d'une certaine politique, notamment concernant la couverture sanitaire universelle dans sa communauté, précisément selon son niveau d'influence. Alors, mais également au niveau des communautés, nous pouvons avoir des associations communautaires ou les ONG, par exemple, qui peuvent avoir d'influence sur la mise en œuvre, le cours du processus que nous nous proposons d'étudier. Venons maintenant aux ressources dont nous aurons besoin pour développer ou bien conduire la méthodologie de la documentation de processus. Alors,
Première des choses qu'il est important de noter est que la documentation de processus est une approche qui a besoin effectivement du temps, et pour cela, il y a la nécessité de dédier des personnes pour pouvoir bien l'amener, des personnes qui sont disponibles, qui ont effectivement le temps nécessaire pour pouvoir se consacrer à ce travail. Et en termes de ressources matérielles, vous convenez avec moi que pour pouvoir enregistrer des données en ligne, le minimum qu'il nous faudra, c'est un ordinateur ou également une connexion Internet. Il est important également de souligner que le soutien organisationnel de la part des autres acteurs du système est important dans le cadre de la mise en œuvre de la documentation de processus. Parce que si il y a certains acteurs clés, donc si vous n'avez pas l'accord, vous aurez peut-être des résultats au travers de votre documentation de processus, mais ces résultats ne sauraient peut-être pas être utiles. Et notons également que l'approche de la documentation de processus nécessite aussi des pauses de façon régulière pour pouvoir réfléchir et analyser les données que nous avons collectées jusque-là afin de pouvoir tirer des leçons pour pouvoir mieux adapter les prochaines étapes, en fait, non seulement de notre travail de documentation, mais aussi du processus que nous sommes en train d'étudier. Alors, revenons un peu sur les acteurs qui doivent être impliqués et leur rôle respectif. Alors, l'acteur central, ou bien le groupe d'acteurs central du processus, de la documentation de processus, est ce que nous appelons l'équipe de documentation de processus. Et cette équipe est composée d'une personne que nous appelons le point focal qui est soutenu par d'autres membres de l'équipe. Et l'équipe doit assurer l'enregistrement régulier des événements et des parties prenantes et s'assurer que les données qui sont collectées sont effectivement pertinentes et sont de qualité au fur et à mesure. Et cette équipe participe également à l'analyse, aux analyses préliminaires, mais également aux analyses périodiques. Cette équipe de documentation de processus est soutenue par un autre type d'acteurs que nous appelons les coachs. Et les coachs sont souvent des acteurs externes à cette équipe et ils ne font pas partie de l'équipe, mais ce sont des acteurs qui ont une certaine connaissance, maîtrise de la méthodologie de la documentation de processus et qui servent souvent de guide à l'équipe auquel l'équipe de documentation de processus peut se référer en cas de besoin pour mieux comprendre certaines choses relatives aux données collectées ou bien même à la méthodologie. Et ces coachs aussi sont attendus pour appuyer le processus d'analyse des données collectées. Enfin, un autre type d'acteurs est ce que nous appelons les mentors. Et les mentors sont des acteurs qui sont des experts de la documentation de processus. Ils ont une certaine connaissance avancée en matière de développement et de mise en œuvre des approches de documentation de processus. Et ces acteurs assurent la qualité scientifique et technique de la documentation de processus dans un contexte donné et peuvent intervenir pour des coachings ponctuels au cas où le besoin se fait sentir. Alors, nous avançons vers la fin de ce module, mais nous allons maintenant aborder les points essentiels à retenir. La première des choses importantes que nous devons retenir, c'est qu'il faut bien prendre le temps pour comprendre les différents concepts que nous avons présentés tout à l'heure. Et si déjà
lors de la présentation, vous n'avez pas bien compris certains aspects, vous pouvez toujours joindre une personne de notre équipe. Les contacts seront présentés à la fin de cette présentation pour pouvoir mieux comprendre. Il est aussi important de bien définir le processus que vous voulez documenter afin de pouvoir assurer la faisabilité de la documentation de processus. Nous devons également préciser que la documentation de processus nécessite un engagement soutenu des acteurs qui y sont dédiés, et nous savons que cette documentation de processus ne peut se faire par une seule personne isolément, mais il s'agit d'un travail d'équipe. Et la documentation de processus est un processus d'apprentissage par la pratique, ce qui veut dire que plus nous appliquons cette méthodologie, plus nous grandissons en maîtrise de la méthodologie, et plus nous pouvons mieux adapter et améliorer le processus pour la suite. Avant de finir, nous vous proposons également un exercice pratique comme lors du premier module. Alors, cet exercice est pour déterminer ce de quoi vous avez besoin dans votre propre contexte pour démarrer, mettre en place la documentation de processus. Donc, vous avez le tableau qui est devant, qui est sur cette diapositive, que nous voudrions que vous reproduisiez vous-même, que vous essayiez de prendre du temps et réfléchir sur cela. Alors, dans votre contexte actuel, quels sont les processus qui sont pertinents à documenter? Et prenant cet exemple de processus, vous allez donner un exemple d'événement de premier niveau, un exemple d'événement de deuxième niveau, mais également de troisième niveau que vous pensez qu'on pouvait documenter dans le cadre de ce processus. Et quelles pourraient du moins être les parties prenantes clés à documenter. Alors, pour mettre en œuvre votre documentation de processus, réfléchissez un peu aux personnes que vous pensez pouvoir déjà faire partie d'une équipe de documentation de processus, et qui est-ce que vous pouvez peut-être identifier comme coach ou mentor de cette équipe. Quelles sont les autres ressources dont vous avez besoin dans votre propre contexte? Et lorsque nous parlons de ressources, il s'agit des ressources financières, matérielles, mais également d'autres ordres administratifs, par exemple. Nous sommes à la fin du second module, et si vous avez des questions, nous serons ravis de les recevoir à travers l'une des adresses présentées sur cette diapositive. Merci et à la prochaine.